Bonjour à tous. Il baigne depuis toujours ou presque dans le secteur de l'énergie, polytechnicien, ingénieur des mines. Il a été pendant 9 ans directeur général de l'énergie et des matières premières auprès du ministère de l'Industrie. Depuis 2007, il préside le directoire de RTE, la filiale d'EDF en charge du réseau haute et très haute tension. Bonjour Dominique Maillard. Bonjour Monsieur Pogam. Le débat sur la transition énergétique qui a été voulu par François Hollande touche à sa fin. On a un peu le sentiment qu'il ne s'est pas passé grand-chose pendant ce débat. Ah, écoutez, bon, beaucoup de gens avaient des attentes sans doute diverses, et c'est la difficulté de trouver une convergence. En ce qui nous concerne, nous, réseau de transport, on avait deux grandes préoccupations qu'on a fait valoir. La première, je la résumerai en disant, n'oublions pas l'intendance. On discute beaucoup de la part du nucléaire, des énergies renouvelables, mais il faudra transporter cette électricité d'une manière ou d'une autre. Oui, l'intendance, c'est le système électrique. Voilà, et l'intendance, c'est les réseaux de transport. Et je crois que ce message a été perçu. Et le deuxième message, c'est attention à ce que j'appellerais la concordance des temps. Aujourd'hui, parce que nos concitoyens souhaitent être informés, on passe beaucoup de temps dans des procédures préalables. Un petit exemple, on vient d'achever une ligne en Normandie à très haute tension. Il nous a fallu 8 ans et demi pour la réaliser, 1 an et demi de travaux et 7 ans de procédure. Là, vous parlez de la ligne qui rejoindra. C'est la ligne qu'on appelle le futur EPR, entre Laval et Flamanville, qui servira pour l'EPR, mais qui permettra aussi d'ailleurs d'accroître considérablement la capacité d'accueil pour des énergies renouvelables dans cette partie de la France. Donc attention aux procédures d'autorisation pour des infrastructures de ce type. Mais est-ce que, après 6 mois de débat, est-ce que le spécialiste de l'énergie que vous êtes y voit plus clair sur le paysage énergétique français à l'horizon 2025, puisque c'était la feuille de route du débat? L'énergie a toujours été un sujet compliqué avec beaucoup d'idées reçues. Pour moi, l'intérêt de ce débat, c'est peut-être justement, au-delà des idées reçues, du genre plus il y aura d'énergie renouvelable, moins il y aura de réseaux, ce qui est une idée sympathique mais malheureusement totalement erronée. Si on arrive collectivement à dépasser ces idées reçues et à avoir des idées plus claires sur les enjeux, il y a des enjeux aussi très importants aujourd'hui, assez méconnus en France sur le fonctionnement du marché. Vous savez qu'en matière d'électricité, on a des prix négatifs, ce qui est quand même pour des économistes un peu surprenant. C'est-à-dire qu'à certains moments, ça se passe assez régulièrement en Allemagne, ça s'est passé en France pendant la semaine de Noël, eh bien il y a un excédent tel de production d'électricité, notamment lié au déversement de la production des énergies renouvelables, que sur le marché, les prix baissent et même crèvent le plancher, deviennent négatifs. C'est-à-dire qu'un producteur, on lui dit si tu veux écouler ta production, on la prend, mais vraiment elle nous pose tellement de problèmes que ce sera un prix négatif. Bon. Donc c'est le genre d'enjeu qui a été évoqué lors du débat. C'est un enjeu qui est évoqué parce qu'effectivement, au-delà du caractère un peu anecdotique, surprenant pour des étudiants en économie, ça veut dire que ça donne sur le marché des signaux totalement démobilisateurs à l'égard des nouveaux investisseurs. Alors, Monsieur Maillard, parlons du nucléaire, puisque c'était un des enjeux clés de ce débat, avec notamment un nouveau mix énergétique censé faire baisser la part du nucléaire dans notre production d'électricité. Ça a de grosses conséquences pour le système électrique lui-même. Oui, l'enjeu de la transition énergétique, c'est une évolution de ce que j'appellerais la géographie de l'offre. Aujourd'hui, tout le monde sait bien que la consommation progresse plus lentement, il y a d'ailleurs les actions de maîtrise de la demande, il y a le ralentissement de la croissance économique. Mais ce qui change, c'est la géographie de l'offre. Les moyens de production ne sont pas localisés au même endroit. Si on arrête des centrales, que ce soit une décision volontaire ou la conséquence de directives européennes, vous savez qu'il y a des directives qui vont conduire un certain nombre de producteurs à arrêter leurs centrales classiques parce qu'ils n'auront pas l'intention de les mettre aux normes, eh bien, on ne va pas nécessairement installer des moyens de production au même endroit. Il y a une logique à installer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques là où il y a une ressource qui ne coïncide pas avec les critères qui ont prévalu pour la localisation des moyens de production classiques. Et ça suppose donc la construction de nouvelles lignes? Ça suppose la construction de nouvelles lignes parce que le réseau, tout en étant maillé, relativement dense, ça n'est pas une plaque de cuivre. Donc il y a, si je puis dire, des goulots d'étranglement. On comprend bien que quand on va développer de l'éolien offshore, il faudra raccorder cette production au réseau existant et il n'y a pas nécessairement au droit de Saint-Brieuc, de Courcelles, du Tréport la capacité de consommer localement les 500 MW que va représenter en production de pointe ces centrales. Donc il faudra pouvoir l'écouler, fluidifier le réseau et par ailleurs nous sommes en Europe, donc avec des interconnexions très denses avec les pays voisins, et il y a aussi des flux très importants
qui vont venir des pays du Nord, notamment d'Allemagne, qui vont traverser notre pays ou qui vont passer à d'autres endroits. Il faut éviter effectivement que ça crée des congestions et que ça perturbe le fonctionnement des différents systèmes. Prenons l'exemple de la centrale nucléaire de Fessenheim, Monsieur Maillard, donc, centrale dont l'arrêt est programmé fin 2016. Concrètement, si on arrête cette centrale, ça suppose de repenser l'architecture du système électrique, ça veut dire construire de nouvelles lignes. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire face à une fermeture dans 2 ans, dans 2 ans et demi? On a évalué les investissements nécessaires. Dans certains cas, c'est des investissements dans les postes existants. On doit respecter les lois de l'électrotechnique, mais on peut, si je puis dire, jouer avec, c'est-à-dire éviter justement que cette centrale qui consistait en un centre de production et qui, si je puis dire, repoussait la production venant d'ailleurs, eh bien, on crée une sorte de vide dans lequel, effectivement, vont s'écouler des flux de transit qui vont venir d'Allemagne, des Pays-Bas et autres. Donc il faut organiser ces flux de façon à éviter de mettre à mal le réseau dans l'Est. Il faut aussi, bien sûr, veiller à ce que l'approvisionnement électrique de la région reste à un niveau satisfaisant. Bon, de ce côté-là, n'oublions pas que l'Alsace est au bord du Rhin et qu'il y a aussi de la production hydraulique. Et donc, nous avons évalué les investissements. Certains pourront être faits si la décision évidemment se traduit de manière effective, pourront être faits à l'échéance. D'autres devront être faits pendant 2 ou 3 ans, au-delà de l'échéance de 2016. Et donc pendant cette période, il faudra gérer ce qui est notre habitude. On a déjà des régions dans lesquelles les conditions de l'équilibre offre-demande sont délicates. Je pense à la Bretagne, à la région PACA. Donc pendant quelques années, la région Alsace rentrera dans ce club des régions dans lesquelles l'alimentation doit être surveillée de près. Mais vous parliez tout à l'heure de la longueur des procédures. On est dans les temps aujourd'hui pour une fermeture de Fessenheim fin 2016 ? Pour certaines des procédures, c'est-à-dire les investissements qui sont réalisés dans le poste, oui. Pour d'autres, puisqu'il faudra sans doute renforcer une liaison entre un poste près de Strasbourg et un poste près de Colmar, donc il faudra faire une enquête publique. Là, matériellement, on ne peut pas faire l'ensemble de cette enquête et de ces travaux d'ici 2016. Donc le calendrier apparaît quand même assez serré. Ça veut dire qu'il y aura, comme je vous le disais, une période pendant laquelle il faudra être très vigilant sur les conditions de circulation des flux dans la région Alsace. Merci beaucoup Dominique Maillard, à bientôt. Merci.